Europe 1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'appel à témoins et les battues autour de Saint-Blaise-la-Roche n'ont rien donné. C'est à proximité de ce village du Bas-Rhin que se perd la trace de Lina, cette adolescente de 15 ans. On sait très peu de choses à ce stade de l'enquête, sinon qu'elle devait rejoindre la gare de Saint-Blaise depuis son domicile. Trajet de 3 km qu'elle a fait à pied. Depuis, plus de nouvelles. Hier, sa mère, désespérée, a lancé un appel de détresse. Ma fille Lina, 15 ans, a disparu. Samedi matin, elle a dû partir de la maison à 11h. Elle s'est rendue à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Vers 11h20, elle a envoyé un message à son petit ami. C'est la dernière fois qu'on a eu des contacts avec elle. Elle devait se rendre à Strasbourg. Elle n'est jamais arrivée à Strasbourg. Toute personne susceptible d'avoir des informations, je vous remercie de contacter le numéro de téléphone communiqué sur l'appel à témoins. Je veux retrouver ma fille, je veux qu'elle soit près de moi. Comme toute maman, vous comprendrez bien que c'est difficile, c'est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C'est quelque chose que je souhaite à personne, c'est une grande douleur. L'appel à témoignage de la mère de Lina est relayé par la gendarmerie. Un seul numéro de téléphone, le 03 88 97 04 71. 03 88 97 04 71. La section de recherche est chargée de l'enquête pour disparition inquiétante ouverte par le parquet. Un témoignage absolument bouleversant de cette maman. On sera en direct à 8h sur Europe 1 avec la correspondante Europe 1 dans l'Est, Mélina Fachin. Emmanuel Macron a détaillé hier les grands axes de la planification écologique à la française. Et production d'1 million de voitures électriques en France, création d'une filière industrielle capable de produire 1 million de pompes à chaleur également. Une surprise au milieu de ce catalogue, le chef de l'État annonce vouloir reprendre le contrôle des prix de l'électricité, Arthur Delaborde. Oui, pas de réelle nouveauté, mais une présentation technique de 25 minutes pour définir ce qu'Emmanuel Macron appelle une stratégie d'écologie à la française. Nous voulons une écologie accessible et juste. Une écologie qui ne laisse personne sans solution. Le président insiste sur le plan de décarbonation des 50 industriels les plus polluants. Il rappelle son objectif de sortie du charbon d'ici 2027. Il revient sur les 13 projets de RER métropolitains qui seront détaillés le mois prochain. Il promet également une action concrète en octobre sur l'électricité. Et surtout, il y a un point très important qui est au cœur de ce projet et que nous annoncerons en octobre, c'est de reprendre le contrôle du prix de notre électricité. On devrait également savoir en octobre quand commencera le fameux système de leasing promis par Emmanuel Macron qui devrait permettre d'avoir une voiture électrique pour 100 € par mois. On saura aussi au mois de novembre le détail des aides pour la rénovation des logements. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Alors fin du mois contre fin du monde, le gouvernement doit aussi résoudre une autre crise, celle du logement. Rien ne va plus sur le marché de l'immobilier, l'offre et la demande sont en panne. Les principaux acteurs du secteur vont être réunis aujourd'hui autour de Bruno Le Maire. L'occasion d'un bras de fer entre partisans et adversaires d'un assouplissement des conditions d'octroi du crédit immobilier. Le ministre de l'économie y est favorable, le gouverneur de la Banque de France plutôt opposé. Le Haut Conseil de stabilité financière devrait rendre son avis dans la journée. Le procès de l'attentat de Magnanville maintenant. L'accusé hier a nié toute participation dans l'assassinat du couple de policiers. Première journée d'audience en forme de mise au point pour le seul accusé de ce procès. Mohamed Lamine Abérouz a désavoué le crime commis par Larossi Abala, djihadiste revendiqué, abattu par les forces de l'ordre ce soir de juin 2016. Un acte monstrueux, a-t-il expliqué au juge de la cour d'assises spéciale. Compte rendu d'audience, Jean-Baptiste Marty. Oui, face à face, les familles des deux policiers tués, Mohamed Lamine Abérouz, s'observent pour la première fois. Le regard fixé sur l'accusé Jean-Paul Salvin, le père de Jean-Baptiste, veut comprendre pourquoi son fils a été assassiné. Avocat de la famille, maître Thibault de Montbrial donne le ton pour ce premier jour d'audience. Nous avons un accusé qui est un islamiste notoire, avéré, déjà condamné dans un dossier de terrorisme islamiste, qui vient plaider contre le dossier un acquittement dont je ferai tout pour qu'il ne l'ait pas. Collier de barbe et lunettes de vue fixées sur le nez, l'accusé présumé de 30 ans prend la parole et à la surprise générale déclare soutenir les familles des deux victimes. Il est déterminé à prouver qu'il n'était pas avec l'assaillant le soir de l'attentat. Maître Vincent Brengart, avocat de la défense. C'est un état d'esprit qui est double. Il est à la fois déterminé pour pouvoir démontrer son innocence et le fait qu'il n'a strictement rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés. Et en même temps, il est aussi réaliste sur la difficulté qu'il peut y avoir à faire valoir sa position
devant des juridictions antiterroristes et à pouvoir être entendu. Pour le préserver des débats, l'enfant du couple de policiers morts est absent. Le procès reprend ce matin avec l'interrogatoire de personnalité de l'accusé. Jean-Baptiste Marty qui suit ce procès devant la Cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1. Il est 7h05. L'actualité à l'étranger, l'exode des Arméniens se poursuit dans le Nagorno-Karabakh. Plusieurs milliers d'entre eux ont fui vers l'Arménie malgré les promesses du président azerbaïdjanais de garantir leurs droits. Une semaine après son annexion éclair, cette enclave du Caucase affronte une autre catastrophe. L'explosion hier soir d'un dépôt de carburant a fait au moins 200 blessés. Au Niger, la France acte l'impasse diplomatique et militaire. Emmanuel Macron a annoncé le départ de l'ambassadeur et des 1500 soldats encore présents avant la fin de l'année. Opération toujours complexe quand on est militaire. On ne plie pas bagages comme on boucle un sac de voyage. Défi logistique d'autant plus périlleux que la junte au pouvoir a fermé son espace aérien à l'aviation française. William Molinier. Ce retrait est préparé comme une opération militaire à part entière. 1500 soldats à évacuer, des dizaines de véhicules blindés Serval et Griffon, des camions de transport, un hôpital à démanteler, des radars à démonter. Plusieurs options d'aiguillage sont sur la table. La route du Sud vers les ports du Golfe de Guinée, à Cotonou au Bénin ou Lomé au Togo, d'où ces milliers de tonnes de matériel militaire pourront ensuite être chargées sur des navires. Autre voie terrestre, celle de l'Est, une route très longue de près de 2000 km qui mène à N'Djamena au Tchad, considérée par Paris comme la dernière place forte de la région où stationnent déjà 1000 soldats tricolores. Mais c'est sans compter les aéronefs de la base arrière projetée de Niamey qui sont pour l'instant cloués au sol. Au moins 3 Mirage 2000D, des drones Reaper, des hélicoptères. Cette opération logistique doit se dérouler en bon ordre et en sécurité, confie un haut gradé. Un plan de retrait multimodal donc poursuit cette source, une sorte de combinaison de toutes ces options qui est réévaluée régulièrement en fonction de la situation. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1. Au Mali, la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans reporte une nouvelle fois la présidentielle prévue en février prochain. Problème technique, affirme le porte-parole du gouvernement. Allez, le mondial de rugby, les absents ont toujours tort, dit le dicton, sauf si on s'appelle Antoine Dupont. Eh oui, le capitaine du 15 de France poursuit sa convalescence après son opération au visage. Ses partenaires ont repris l'entraînement sans lui, mais même absent, le demi de mêlée est très présent dans les esprits. Martin Lange. Oui, Antoine Dupont n'était pas sur la pelouse du stade Georges Carcassonne hier soir. Le capitaine des Bleus a pu profiter de quelques jours de repos en famille après son opération ce week-end, mais il va retrouver le groupe d'ici la fin de la semaine, espère le staff, et c'est une excellente nouvelle selon le 3/4 centre Arthur Vincent. D'avoir Antoine présent avec nous aux vidéos, avec nous aux entraînements, qui aura des choses à dire, aura son expertise, rien que sa présence tout simplement sera importante humainement et aussi tactiquement, même si peut-être au départ il s'entraînera pas avec nous, chose que je sais même pas encore comment ça va se passer, mais c'est clair que l'avoir avec nous c'est important. Ouais. Pour ce qui est du retour sur les terrains, rien n'est arrêté, mais le demi de mêlée pourrait reprendre l'entraînement dès la semaine prochaine. D'abord sans contact. Pour les chocs, il faudra attendre la semaine suivante, juste avant le quart de finale. Sa participation dépendra avant tout de ses sensations, mais l'optimisme semble être de retour dans l'encadrement. Sean Edwards, l'adjoint de Fabien Galtier, qui tient une chronique dans le Daily Mail, a même écrit qu'il serait surpris de ne pas voir Dupont sur les terrains en quart ou en demi-finale. Martin Lange, prochain match des Bleus, ce sera le dernier de la phase de groupe. Ce sera vendredi 6 octobre contre l'Italie. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7